Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen à retrouver comme chaque lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Je suis Arthur Merle et c'est encore un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Voici le programme. On commencera en France avec bien sûr des choses à évoquer en Ligue 1, notamment Lens qui conserve son fauteuil de leader, mais aussi des projections à faire sur la semaine à venir en Ligue des Champions, notamment sur cet OM Liverpool, match énorme qui nous attend. On va poser la question provocatrice à Elton. Est-ce que l'OM doit aborder ce match comme favori ? On ira ensuite demander la même chose à Philippe, ou en tout cas lui demander de nous dire dans quel état sont ces Reds de Liverpool qui se présenteront au Vélodrome. Et puis on reviendra aussi sur ce derby de Manchester remporté par United. L'Espagne ensuite avec un Barça qui perd en Liga, ce qui n'était pas arrivé depuis de longues semaines. Un Real qui gagne de son côté mais qui ne rassure pas. On va décortiquer avec Anna Caro les débuts très compliqués et mouvementés d'Arbeloa sur le banc. Et puis on terminera en Bundesliga avec un club, le Bayern, mais surtout deux joueurs, Michael Olise, Jamal Musiala. Le premier est l'un des tout meilleurs joueurs de Bundesliga en ce moment. Le deuxième vient de faire son retour et a suscité énormément d'émotions en Allemagne. On va demander à David de nous raconter tout ça. Voilà pour le programme. Pour rappel, en plus de l'intégrale sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission en petite pastille vidéo sur le site d'eurosport.fr. On est prêt, on y va. Allez, on commence ce Tour d'Europe en Ligue 1 avec quand même un petit crochet par le Maroc. Vous vous en souvenez, Elton Mokolo, notre spécialiste de la Ligue 1, était à la CAN pour couvrir la CAN. Salut Elton, j'espère que tu vas bien. Match et soirée complètement dingue, tant par ce qui s'est passé sur le terrain qu'en dehors. Raconte-nous un petit peu toi ce que tu as vécu. Ça a été complètement une soirée dingue. Ça a été une soirée où il s'est passé tellement de choses qui seraient difficiles de les énumérer. Le match est monté crescendo. On a vu une première période à l'avantage du Sénégal. Ensuite, le Maroc est mieux revenu en seconde période. Il y a eu les meilleures occasions à un moment donné. Et après, le match a commencé à tomber sur une certaine tension qui a été grandissante, avec notamment un arrêt de jeu qui a été très long, qui a été consécutif, notamment à un tête-contre-tête entre El Ainaoui qui est sorti ensanglanté avant de revenir et El Hadji Malick Diouf. Et donc, on a vu une tension monter avec au final, cette action qui a fait plus que polémique, cette action, j'évoque le penalty sur Brahim Diaz avec encore une fois Malick Diouf. Et là, à ce moment-là, on est tombé sur une ambiance apocalyptique, à savoir que aussi bien sur le terrain que dans les tribunes, et quand je dis tribunes, c'est tribunes supporters, principalement côté sénégalais, et tribunes de presse, où moi, sincèrement, j'étais en train de commenter pour RMC et juste à côté de moi, il y avait des bagarres, il y avait des échauffourées. Et donc, ça a été une ambiance qui a été, à un moment donné, qui a été détestable. Et moi, sincèrement, Arthur, au moment du penalty, moi, je me dis une chose, et c'est peut-être fou ce que je vais dire, il fallait que Brahim Diaz rate ce penalty parce que, sincèrement, s'il met ce penalty, je ne peux pas imaginer ce qui peut se passer derrière. Il peut y avoir des scènes qui peuvent être beaucoup plus gravissimes. Et moi, je me disais qu'en fait, il fallait que ce penalty soit raté pour que la sécurité soit maintenue, parce que sinon, on aurait pu voir des choses encore plus dommageables. On va revenir au cœur de notre sujet, la Ligue 1. On va revenir à la normalité. Je sais que tu as fait tes devoirs dans la foulée de cette finale, que tu as rattrapé tout ce qu'il y avait à rattraper sur la Ligue 1. Première question de cette interrogation sur la Ligue 1, Elton. Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire lensoise face à Auxerre ? Lens toujours leader de notre championnat. 8e victoire par un but d'écart, c'est à souligner pour les 100 et or. Qu'est-ce que tu as pensé du visage montré par les hommes de Pierre Sage ? Oui, huitième victoire consécutive pour le RC Lens, record égalé, et c'est déjà 43 points après 18 journées. C'est le record du club. Série en cours, bien évidemment. Et ce que j'ai pensé, c'est un match fidèle à ce que peut faire Lens dans sa capacité à être efficace dans les deux surfaces, dans sa capacité, justement, on le voit sur l'image du but, un défenseur central, en l'occurrence Malang Sarr, qui trouve Wesley Saïd. Wesley Saïd qui fait une saison, peut-être la saison de sa vie. Ouais. Il a un but d'égaler son record avec Dijon en 2017-2018.
mais c'est une victoire lensoise où, en fait, ils ont besoin du minimum pour atteindre le maximum de points possible face à une équipe d'Auxerre qui n'a pas démérité, à l'instar de ce qu'ils sont capables de faire. C'est l'histoire d'Auxerre. Moi, déjà sur la première partie de saison, je l'ai trouvé malheureux sur certains scénarios. Encore ce week-end, bah, ils ont perdu sur la plus petite démarche. Elton, on va évidemment revenir après sur Paris, Marseille, Monaco, tous les engagés de la semaine en Ligue des Champions. Mais avant ça, le week-end s'est terminé par la victoire lyonnaise contre Brest, 2-1. Et maintenant, il va devenir difficile d'évoquer la Ligue 1 sans parler d'Hendrick, qui est le nouveau joueur, évidemment pas le seul, le nouveau joueur frisson de notre Ligue des Talents. Le Brésilien arrivé au mercato d'hiver en prêt du Real Madrid. Premier match, premier but en coupe contre Lille. Encore une prestation convaincante, même s'il n'y a pas eu de but, il y a eu une passe décisive contre Brest. Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée? Qu'est-ce qu'elle t'inspire et qu'est-ce que tu vois déjà dans ce qu'il apporte à Lyon? Écoute, Arthur, si je devais résumer Hendrick en 3 mots, ce serait confiance, détermination, agressivité. On le voit notamment sur la passe décisive. Il y a la volonté de donner la passe à venir et tout de suite attaquer l'espace. C'est ce qui manquait à Lyon, un joueur qui était capable de faire office de rupture, un joueur qui est capable d'apporter cette agressivité avec et sans ballon. Et c'est quand même bienvenu pour l'Olympique Lyonnais d'avoir un joueur qui est capable d'avoir une certaine marque à chaque rencontre, que ce soit contre Lille où il est décisif, il tape le poteau. Et hier soir contre Brest, un match qui se finit sur le score de 2-1, mais avec un Hendrick qui, encore une fois, est un joueur qui laisse une empreinte positive. Et l'Olympique Lyonnais avait besoin de ça, de ce mélange, entre guillemets, de talent, de détermination, d'agressivité. Et je pense qu'ils l'ont trouvé avec Hendrick. Et ça permet pour l'Olympique Lyonnais d'avoir un joueur sur qui tu pourras compter, pas seulement sur la Liga, mais aussi sur la Coupe de France et la Ligue Europa dès qu'il sera inscrit. Effectivement, un vrai atout dans la manche de l'OL, Hendrick. Bon, il y aurait d'autres choses à raconter sur ce qui s'est passé en Ligue 1, mais on va quand même se concentrer sur nos engagés en Ligue des Champions, à commencer par Monaco, qui a ouvert le week-end par une énième défaite. Les Monégasques ne s'en sortent pas. On a envie de se demander où ça va s'arrêter et comment ça va s'arrêter. Est-ce que Pocognoli va pouvoir être remis en question très rapidement après son arrivée? Il y a un déplacement à Madrid qui arrive mardi. Le contexte, il est très compliqué à Monaco. Le contexte est très compliqué parce que la défaite contre Lorient est méritée dès les premières minutes de jeu le vendredi à 19h. On avait le sentiment que Lorient pouvait faire quelque chose. Lorient avait des occasions avec Pablo Pagis, avec Bamba Dieng. Bon, Bamba Dieng qui finalement a été décisif. Il y avait eu un but refusé. Mais globalement, il y avait une apathie collective du côté de l'AS Monaco, un manque d'équilibre, le manque d'équilibre qui est la problématique de l'AS Monaco cette saison, que ce soit sur le plan défensif, mais aussi sur le plan offensif au moment de se fournir des occasions. Et là, c'est vrai que pour Pocognoli, pour l'instant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas au point que déjà, il peut y avoir des questions à se poser sur sa continuité, ce qui sera un désaveu, notamment pour l'AS Monaco qui est parti le chercher du côté de l'Union Saint-Gilloise. Maintenant, on est quand même sur une configuration qui est assez particulière parce que Monaco va se déplacer chez une équipe qui a un grand d'Europe. On ne le présente pas, recordman de victoire en Ligue des Champions, et qui est une équipe malade, une équipe qui a changé d'entraîneur il y a moins de 10 jours, une équipe qui a été éliminée en Copa del Rey par Albacete, et une équipe qui n'a pas convaincu lors de sa victoire contre Levante samedi 14h. Donc c'est un match qui est assez particulier. Je fais quand même attention parce que je me dis qu'on a un Monaco qui est capable de faire des performances du côté de la Ligue des Champions, même si c'est le Real Madrid. Donc faudra faire attention, mais Monaco n'inspire pas de grande confiance, loin de là, c'est tout le contraire. Dans la foulée, c'est le PSG qui a joué face à Lille. La grosse affiche de ce week-end en Ligue 1, victoire parisienne. Et forcément, ce qu'on retient, c'est même ce qu'on retient de tout le week-end en Ligue 1, c'est ce but absolument extraordinaire d'Ousmane Dembélé. On l'a lu partout, c'était le Dembélé version Ballon d'Or. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain, Elton. Écoute, Arthur, moi, je considère Ousmane Dembélé comme une recrue hivernale, limite. Je considère comme une recrue hivernale, dans la mesure où sa première partie de saison a été émaillée de blessures. Il y a aussi la gestion post-Ballon d'Or qui est souvent compliquée. On peut le demander à un Karim Benzema, on peut le demander dans d'autres proportions à un Rodri qui, lui, était blessé. Donc, il y a eu cette descente du côté d'Ousmane Dembélé. Et là, on a le sentiment qu'on peut avoir, entre guillemets, une recrue hivernale qui peut lancer une année 2026 qui va être très importante pour lui parce que, sauf accident,
il sera Ballon d'Or, enfin, il va jouer en tant que Ballon d'Or lors de la Coupe du Monde. Mais avant la Coupe du Monde, eh ben, il y a une deuxième partie de saison où déjà, pour rattraper Lens du côté de la Ligue 1, il n'y a plus la Coupe de France, mais il y a surtout la Ligue des Champions. Le PSG doit chercher un autre titre plutôt que de défendre le sien. Il faudra compter sur Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, dès qu'il est là, c'est le référentiel offensif du PSG. Il apporte une meilleure qualité d'occasion, il apporte des buts. Et le match contre Lille était un exemple de plus. Déplacement au Sporting Lisbonne pour le PSG mardi. On n'est pas inquiet pour Paris, bien évidemment, mais est-ce qu'on a quand même pas la petite envie qui nous rassure, les Parisiens, ou en tout cas qui remarque un peu les esprits sur la scène européenne? Comment tu vois les choses, toi? Ah oui, le PSG doit se rassurer, enfin doit déjà certifier sa qualification pour la phase, pour les huitièmes de finale de manière Ouais. directe avec le top 8. Ce que tu n'avais pas pu faire, enfin tu t'en étais pas rapproché lors du match nul contre Bilbao. C'est un déplacement qui est pas forcément facile. On parle du Sporting, une équipe qui travaille bien sur cette Ligue des Champions, une équipe qui a battu l'Olympique de Marseille. Bon, même si c'était dans d'autres conditions en Ligue des Champions à domicile. Donc l'enjeu pour le PSG, c'est d'avoir cette qualification directe. Essayer de compter peut-être, pourquoi pas, sur un faux pas du Bayern. Pour moi, ça me paraît improbable pour se rapprocher d'un top 2. Et globalement, se rassurer pour lancer une année 2026 où tu as déjà un trophée, mais tu as également une élimination en Coupe de France contre le PSG, une élimination qui n'était pas attendue. Bon, Elton, on va basculer sur l'OM parce que c'était certainement la prestation collective du week-end, celle de l'Olympique de Marseille face à Angers. On pourrait se dire c'était que Angers et à la fois on a cessé de dire que Angers était une équipe qui travaillait bien, qui faisait du jeu. Victoire 5-2. Est-ce qu'on a vu selon toi, je pense notamment à la première période, la meilleure mi-temps de l'OM cette saison? En tout cas, en configuration extérieure, oui, on peut dire on a vu la meilleure première période, la mesure où il y a tous les ingrédients qui sont réunis. Le réalisme pour rapidement ouvrir le score, c'est ce qu'on a pu reprocher à l'Olympique de Marseille. Et ensuite, la qualité de jeu, notamment la capacité à impliquer les pistons, que ce soit Emerson et surtout un Timothy Weah qui a été de grande qualité. Tu as eu un Amine Gouiri que moi, j'ai trouvé, il a été vraiment Ouais. fantastique pour l'Olympique de Marseille. Donc, collectivement et individuellement, il y a beaucoup de bonnes choses à ressortir sur la pelouse de ce qui était pour moi et qui reste la révélation de cette première partie de saison. Angers qui avait tenu en échec l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Donc ce sont de bonnes choses. On a également vu, j'ai parlé de recrutement hivernal pour Ousmane Dembélé du côté du PSG. Je pourrais aussi parler de recrutement hivernal pour l'Olympique de Marseille avec Amine Gouiri, avec Medina et avec enfin un joueur, Ahmed Traoré, qui ont très peu existé sur la première partie de saison. Et là, on voit bien que ça apporte une profondeur de banc à l'Olympique de Marseille et ça apporte une certaine qualité. Et ça permet Ouais. à Roberto De Zerbi d'avoir du choix, de pouvoir influer sur le tableau noir. Et ça s'est ressenti. Maintenant, on sait que du côté de l'Olympique de Marseille, Arthur, c'est toujours Carpe Diem. Carpe Diem parce que déjà, c'est l'Olympique de Marseille et que, comme l'a dit Mehdi Benatia, c'est très difficile de se projeter quand tu es à Marseille. Mais surtout, tu as un calendrier très, très, très sérieux qui arrive avec Liverpool, avec le RC Lens. Bon, tu me tends la perche, évidemment. Il y a cet énorme match contre Liverpool qui arrive en Ligue des Champions mercredi au Vélodrome. Elton, j'aurais eu envie de te demander si Marseille pouvait s'imaginer favori. C'était peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il y a cette petite musique qui commence à monter un petit peu, que c'est le bon moment pour affronter Liverpool, qui va pas forcément très fort. Il y a un Mason Greenwood qui est à un niveau exceptionnel, qui met encore un but incroyable. Il y a toutes les bonnes nouvelles qu'on vient d'évoquer, les recrues hivernales Gouiri et Traoré, cet excellent match contre Angers. Est-ce que face à Liverpool, Marseille, qui ne compte que 3 points de moins que les Reds, rappelons-le, en Ligue des Champions, doit au moins aborder ce match en favori ou dans une idée qui s'en rapproche? Je dirais pas favori, mais l'Olympique de Marseille doit attaquer ce match avec de l'ambition parce que on parle d'une équipe de Liverpool qui est convalescente, qui est capable d'avoir des rechutes, de pas avoir de résultats positifs. On l'a encore vu ce week-end. Bon, même si c'était un match qui était très 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 lunaire pour l'avoir vu ici. Et du côté de l'Olympique de Marseille, il faut attaquer ce match avec de l'ambition parce que la Ligue des Champions, ou plutôt ce nouveau format,
sur un match coup près, permet d'avoir des résultats qui peuvent être surprenants. L'Olympique de Marseille est bien passé pour savoir. L'Olympique de Marseille a mené au Bernabeu, s'est incliné de justesse. L'Olympique de Marseille, bon, même si c'était une autre équipe, a battu Newcastle et Liverpool. S'est pris les pieds dans le tapis contre le PSV Eindhoven à domicile. Donc Liverpool reste une équipe convalescente, une équipe à respecter avec de meilleures individualités, avec un Florian Wirtz qui commence à produire de très bonnes choses. Mais l'Olympique de Marseille doit attaquer ce match avec ambition pour la simple et bonne raison qu'il y a une qualification à aller chercher au bout de 90 minutes pour les barrages. Ce sera très très intéressant à suivre et ce sera assurément bouillant au Vélodrome pour ce Marseille-Liverpool qui va rappeler par ailleurs des bons souvenirs aussi aux supporters marseillais. Ça s'est régulièrement bien passé pour l'OM contre Liverpool. Merci Elton pour ton analyse. On va te laisser te reposer après cette CAN certainement éprouvante en termes d'émotion. Et on te retrouve très vite dans Tour d'Europe. Nous, on va aller demander justement à Philippe ce qu'il en pense de ce Marseille-Liverpool. Salut Elton. Salut, je reviens très vite la semaine prochaine. Allez, on poursuit ce tour d'Europe en Angleterre et on rejoint notre spécialiste du foot anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, j'espère que tu vas bien. Encore un joli week-end de Première Ligue, en tout cas encore beaucoup de choses à raconter, notamment dans cette course au titre. Qui veut de ce titre puisque les 3 premiers ne gagnent plus depuis 2 journées. Arsenal a encore un bon petit matelas, il l'a même accru, ce matelas d'avance. Ouais. Mais deuxième match de suite sans marquer. Est-ce que ça coince pas un petit peu du côté Arsenal devant? C'est un peu fatigué, ça manque un peu d'inspiration, ça manque de. Oui, ils sont pas au bout du rouleau, on va pas dire ça du tout. Mais par contre, tu sens qu'ils sont émoussés. Et je crois Ouais. que d'ailleurs, Mikel Arteta va devoir peut-être faire bouger un petit peu les choses au niveau de son 11 de départ. Euh, Peut-être ne pas aligner de suite des joueurs qui d'ordinaire seraient des titulaires absolument indiscutables. Martin Odegaard a pas été génial, on va dire ça comme ça. Bukayo Saka est également un petit peu en dessous de son niveau habituel. Ça vaut un peu pour tout le monde, mais c'est normal quand tu vois les matchs qu'Arsenal a enchaînés pendant cette période des fêtes, c'est absolument hallucinant. Là, maintenant, heureusement, c'est la Ligue des Champions. En fait, en Ligue des Champions, je pense qu'il va pouvoir faire tourner sans le moindre problème, puisque Ouais. Arsenal est quasiment assuré, mathématiquement assuré de ses qualifications directes pour la seconde phase, sans avoir de passer par des barrages. Mais c'est vrai que ça manque de spontanéité, ça manque de rythme, et c'est en même temps un petit peu plus fébrile en défense que ça Ouais. l'a été depuis un bon bout de temps. Arsenal, c'était l'équipe contre laquelle il était impossible même de tirer au but. Et là, depuis quelques matchs, depuis quelques semaines, en fait, les choses ne sont peut-être pas au même niveau qu'auparavant. Mais cela dit, tout ça est très relatif. Comme on l'a dit, ils sont plus qu'en course pour se qualifier pour la Ligue des Champions, la deuxième phase, la phase éliminatoire. Ils sont toujours en course en FA Cup. Ils ont quand même Ouais. remporté leur demi-finale de Coupe de la Ligue contre Chelsea. Et en championnat, même si la performance n'a pas été géniale, même si c'était une déception de ne prendre qu'un seul point, ils ont maintenant 7 points d'avance et non plus Ouais. 6 sur leurs poursuivants Manchester City et Aston Villa, parce que tout le monde semble avoir des problèmes en ce moment, sauf Manchester United. C'est pas souvent Effectivement, que je dis ça. ouais, c'est vrai que c'est pas très souvent qu'on l'a dit, en tout cas cette saison. Effectivement, deux victoires. Victoire 2-0 pour Manchester United face à Manchester City dans le derby de Manchester. Donc, c'était la première de Michael Carrick. Est-ce que ce derby, il en a plus dit sur ce début d'aventure de Carrick et peut-être ce léger renouveau à United ou sur les difficultés du moment à Manchester City? Euh, un peu tout ça. Alors, d'une part, l'impact de Carrick, il est évident. Ouais, D'abord, impact tactique, puisque tu auras vu que cette équipe de Manchester United, bon, qui avait joué en 3-4-3 avec Amorim quasiment tout le temps, je crois que sauf un match, durant le règne du Portugais, bon, c'est fini. Darren Fletcher était passé en 4-2-3-1. Là, ce qu'on a vu, ça ressemblait en fait à un 4-4-1 ou un 4-4-2 avec Bruno Fernandes en 9,5-10, juste derrière Brian Bomo.
Donc, un type de formation qui, au passage, aura évoqué d'excellents souvenirs aux supporters de Manchester United, puisque c'était la formation qu'utilisait Sir Alex Ferguson à la grande époque du club. Alors, il y a ça. Il y a le fait que le public était chauffé à blanc. Il y a le fait que quand même, ils ont enregistré les retours de la Coupe d'Afrique des Nations de Hamad et de Brian Bomo, et ça a fait beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe de Manchester United. Et puis l'autre chose, c'est que Manchester City a été catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, c'est on savait qu'ils auraient des problèmes parce que, bien évidemment, il y a des blessures en particulier dans leur défense, ce qui veut dire qu'ils avaient une défense qui était Ake, Allen, Kusanov et Rico Lewis, ce qui est quand même pas génial. C'est pas la défense type, en tout cas, c'est pas la défense type. Mais ne pas oublier que Manchester United a gagné par 2-0 et 2 buts excellents au passage, mais qu'ils ont aussi eu 3 buts refusés pour des hors-jeux qui étaient vraiment limites, qu'ils ont frappé 2 fois la cage de Donnarumma et que Donnarumma a sorti un match immense. Manchester City aurait pu repartir de Old Trafford avec 6 ou 7 buts dans la musette. Et je n'exagère pas quand je dis ça. Et c'est une chose, moi, qui me fait un petit peu tempérer mon opinion sur ce qui va se passer à Manchester United, parce que pas besoin de te dire que, vu le soutien dont dispose Manchester United dans les médias et ce genre de choses, on en met et on en remet et on en remet des couches sur l'impact immédiat de Michael Carrick. On oublie que Ruben Amorim, au passage, avait gagné le derby de Manchester lui aussi. Dans son premier derby de Manchester, il l'avait remporté. Que c'est un match complètement à part et que ce Manchester City-là est tout simplement catastrophique. Il n'existe pas. Et ça va d'un côté d'une des bases de l'équipe de Donnarumma à la pointe, puisque le pauvre Erling Haaland, il a perdu 4 fois le ballon et il a réussi 3 passes et il n'a pas eu un tir. Donc ça te dit tout sur la façon dont City a fonctionné, ou plutôt n'a pas fonctionné. Et quand City ne fonctionne pas, et ça c'est une chose que probablement n'est pas suffisamment relevée, City est une de ces équipes, quand elle ne fonctionne pas, qui donne une impression extrêmement flatteuse de ses adversaires. Je me souviens d'une performance juste l'année dernière d'Aston Villa, victoire d'Aston Villa sur City, où honnêtement, tu avais l'impression que Aston Villa, c'était à la fois le Real Madrid de l'époque de Di Stefano ou de Zizou, plus la Juve du temps de Platini, plus le Bayern. Enfin bon, tu pouvais imaginer, c'était toutes les meilleures équipes du monde mises ensemble parce que City est tout simplement inexistant. Et City a été inexistant. Enfin, cela dit, on va pas non plus dire que Manchester United est arrivé, c'était tellement facile, les mains dans les poches. Non, ils se sont battus sur tous les ballons. Il y avait des séquences de jeu qui étaient franchement plaisantes à voir. Il y avait également de la réussite au bout du compte. Enfin, quand je dis de la réussite, savoir la capacité de conclure certaines actions. Et c'est à la régulière qu'ils ont remporté ce match. Et dans une atmosphère, mais on n'avait pas entendu un Old Trafford comme ça, mais depuis des lustres. Ouais, ça fait du bien En tout cas, ça a fait du bien à Old Trafford de revoir aussi son équipe comme ça, une équipe emballante. Philippe, on va ouvrir le dossier Liverpool. On vient de parler de Liverpool, en tout cas de Marseille-Liverpool, avec Elton Mokolo, qui nous a donné son avis sur cette rencontre. On lui a demandé justement si l'OM pouvait être envisagé comme un favori, ou en tout cas devait aborder cette rencontre comme un favori. Est-ce que ça te choque, toi, si on se pose cette question vue de France, que l'OM pourrait éventuellement être favori face à ces Reds en grande difficulté qui sont quand même, qui marchent au ralenti en ce début d'année? Oui, ça me surprend un peu. Ça fait quand même 12 matchs invaincus pour Liverpool. Je sais qu'on va regarder ce qui s'est passé contre Burnley, on va dire un partout contre un relégable à Anfield, c'est catastrophique. Mais quand on regarde un petit peu plus près, d'une part, je ne pense pas que l'OM va jouer comme Burnley. Burnley a joué avec un bloc très très bas. Et Liverpool a des problèmes contre les équipes qui ont des blocs très bas. Tu regardes les résultats contre Leeds United, contre Sunderland, contre Nottingham Forest et là encore une fois contre Burnley, ils ont des problèmes. L'OM va devoir attaquer le but de Alisson, ça va laisser des espaces et Liverpool peut largement en profiter. Ensuite, dans ce match contre Burnley, Liverpool, c'est 11 tirs cadrés contre un seul pour Burnley.
c'est un penalty de loupé expédié par Szoboszlai sur la barre. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. C'est plus de 3 XG, ou expected goals, comme tu veux, contre 0,40, des choses comme ça. Tu joues ce match 50 fois, Liverpool le gagne 49. Et c'est vrai que c'est pas le grand Liverpool qu'on a connu l'année dernière ou du temps de Jürgen Klopp, mais c'est un Liverpool dans lequel qui peut montrer de belles choses. Florian Wirtz commence à ressembler à Florian Wirtz, ce qui est une excellente nouvelle pour les Reds. De nouveau buteur, ça fait maintenant, je crois que ça va faire 4 buts lors de ces 6 derniers matchs pour Florian Wirtz. Alors, encore une fois, oui, je me répète, c'est pas le grand Liverpool, mais s'imaginer que Marseille va arriver et dominer cette équipe de Liverpool, moi, je suis un petit peu surpris. Très honnêtement, en plus de ça, suivre un petit peu ce que fait Marseille en Ligue 1, c'est un petit peu le chaud et le froid, malgré tout. Je pense que pour moi, le favori de cette rencontre, c'est Liverpool. Je te le dis comme ça, tu m'excuses d'être un petit peu brutal, mais je pense pas que Marseille ait les arguments pour ça. Et je ne pense pas que Marseille aura nécessairement les arguments défensifs contre cette équipe de Liverpool qui se crée énormément d'occasions. Et il y a bien un jour où ça va finir par rentrer, et ça pourrait être contre Marseille en Ligue des Champions. Voilà. Bon, on a bien compris l'idée. Pour les Marseillais qui n'auraient pas forcément suivi Tour d'Europe toutes les dernières semaines ou qui ne suivent pas l'actualité de Liverpool à la perfection, comment elle se réorganise cette équipe depuis que Mohamed Salah est parti à la CAN, mais plus globalement depuis qu'on a compris que Mohamed Salah ne ferait plus partie de cette équipe? Qui prend un petit peu le leadership? Qui joue le plus souvent côté droit? Comment ça se passe? Alors écoute, pour ce qui est de Liverpool sans Mohamed Salah, je pense que le leadership, c'est maintenant, c'est justement Florian Wirtz. Ouais. Et c'est un leadership technique qui est tout à fait, je veux dire, c'est exactement ce à quoi tu pouvais t'attendre de sa part. Pour ce qui est de jouer sur le côté, c'est plus tout à fait le même système. Là, par exemple, on avait Ekitike avec Gakpo et Wirtz en attaque, et Szoboszlai, Gravenberch et Curtis Jones, pardon, en milieu de terrain pour les soutenir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as les pistons, Kerkech et Frimpong, qui vont peut-être plus se projeter encore plus vers l'avant. Donc, si tu veux, tu n'as pas du tout le côté. C'est comme Mohamed Salah qui restait collé sur son aile droite et tu savais ensuite qu'il allait repiquer sur son pied gauche, etc. Non, c'est plus du tout comme ça. C'est plus linéaire, je dirais, dans la façon dont ça attaque les couloirs. Mais au niveau du jeu, pour moi, c'est évident que le maître à jouer maintenant offensivement de cette équipe de Liverpool, c'est Florian Wirtz. Bon, en tout cas, on suivra cette rencontre qu'on attend énormément. Ça devrait être chaud au Vélodrome. Et on rappelle que l'OM n'a que 3 points de moins que Liverpool. Ça pourrait avoir aussi des incidences assez sérieuses au classement. Donc, on va suivre tout ça de très près. Merci beaucoup, Philippe, pour ton analyse. On va te laisser là. Et nous, on va partir rejoindre Anna Caro pour l'actualité du foot espagnol. Salut, Philippe. Allez, on enchaîne ce tour d'Europe et on rejoint notre spécialiste du football espagnol, Anna Caro. Salut Anna, j'espère que le week-end a été bon. En tout cas, il s'est terminé par une vraie info, c'est que le Barça a arrêté de gagner en Liga. Fin de série de 11 victoires de suite après cette défaite contre la Real Sociedad. Tu me parlais de petits hold-up avant qu'on tourne cette émission. Raconte-nous ce match. Oui, alors on est clairement sur un match où rien n'a tourné en la faveur du FC Barcelone. C'est vraiment un hold-up dans les règles de l'art, parce que si on regarde les statistiques, elles sont littéralement toutes en la faveur du Barça, qui, selon même les expected goals, auraient dû marquer plus de 3 buts. Bon, ils en ont marqué qu'un seul. Donc voilà, c'était vraiment un match où rien n'a tourné en faveur des hommes d'Hansi Flick. Il y a eu 5 poteaux et transversales. Il y a eu 3 buts refusés par la VAR, dont un hors-jeu qui fait parler parce que c'est vraiment minimaliste sur le talent de Lamine Yamal. Encore un match assez tendu avec la fin des critiques sur l'arbitrage. Donc vraiment un match comme on en avait peu vu finalement ces derniers temps pour le Barça. Mais un match qui surtout relance le Real Madrid, parce que le Real revient à 1 point. Hansi Flick, lui, préfère retenir la façon dont le Barça a joué, parce que le Barça hier a très bien joué et aurait vraiment dû gagner ce match
presque tous les jours. Voilà, seulement hier, ça ne l'a pas fait pour le Barça. Mais Hansi Flick, voilà, il retient simplement que son équipe n'a pas été capable de défendre après avoir égalisé. Euh, mais il dit que son équipe joue très bien et que il n'y a pas d'inquiétude outre mesure malgré cette défaite. Le Barça a un calendrier qui est plutôt facile dans les prochains jours. Là, c'est un match à Prague contre le Slavia en Ligue des Champions. Donc voilà, ça ne devrait pas être trop compliqué. La machine catalane devrait se relancer, d'autant que on en a parlé très longuement la semaine dernière, mais Rafinha n'était pas là pour ce match contre la Real Sociedad. Et finalement, on voit bien que quand Rafinha n'est pas là au Barça, il y a des petits couacs comme ça. Et voilà, Rafinha n'était pas là hier et le Barça n'a pas gagné. Finalement, c'est des stats qui sont quand même assez vraies cette saison et qui valent même encore aujourd'hui. Et à l'arrivée, ça fait que 1 point d'avance donc pour le Barça sur le Real Madrid au classement. Ça va au moins relancer un petit peu le suspense dans cette Liga. Le Real, justement, parlons-en. On va en parler parce que Xabi Alonso est parti, que Arbeloa l'a remplacé sur le banc du Real. Le bilan jusqu'ici, c'est une élimination en Coupe du Roi contre Albacete pour la première. Une victoire un petit peu difficile contre Levante ensuite, donc c'était samedi, victoire 2-0. Et une victoire accompagnée de sifflets du public avant le match, d'incitation à la démission de Florentino Pérez. Bref, raconte-nous ce contexte très particulier à Madrid, Anna. Oui, alors la semaine dernière, on disait que Xabi Alonso allait continuer, puis il a été licencié en fin de journée. C'était vraiment à la surprise générale parce que le matin même, les échos qu'on avait de la direction, c'était que Pérez voyait une certaine évolution dans le jeu de Xabi Alonso et qu'il était plus ou moins rassuré. Soir même, on apprend qu'il est débarqué, donc c'était vraiment hyper surprenant. Et s'en est suivi cette semaine assez folle quand même du côté du Real Madrid, avec donc la nommée de Arbeloa qui lui arrive du Castilla, qui perd ce match contre Albacete avec une prestation assez honteuse, on va dire, des joueurs du Real Madrid d'un point de vue du comportement, parce qu'il y avait vraiment pas envie de se battre. Et quand on regarde les buts qu'encaisse le Real Madrid, c'est vraiment une manque de volonté de la défense, personne qui monte sur le porteur de ballon, etc. etc. Et c'est ça finalement qui va faire que les joueurs vont être sifflés au Bernabéu quand ils viennent jouer contre Levante, parce que c'est ces mêmes joueurs qui ont été critiqués pendant toute la période où c'était Xabi Alonso qui était au pouvoir, parce que ce qui sortait du vestiaire, c'était qu'il y avait beaucoup de joueurs qui ne voulaient pas travailler, qui ne voulaient pas faire les efforts défensifs, etc. Et ces mêmes joueurs, une fois qu'Arbeloa a été nommé, ont été confortés dans leur posture parce que Arbeloa a dit non, moi je veux prendre la défense des joueurs, je veux leur faire confiance, je veux leur montrer que voilà, je suis là pour eux, etc. etc. Et résultat, son premier match, Arbeloa, il le perd. C'est une défaite contre Albacete, qui est en bas de tableau en D2 espagnol, qui n'avait pas gagné à domicile depuis une éternité. À la fin du match, le public d'Albacete a chanté « Revenez plus souvent parce que nous, on ne gagne pas sinon contre les équipes en D2 ». Donc c'était vraiment une humiliation en fait pour le Real Madrid. Et c'est cette attitude-là des joueurs qui a fait que le Bernabéu a sifflé quand ils sont arrivés au stade contre Levante. Alors il y avait des joueurs qui étaient particulièrement ciblés. Alors Vinicius a été vraiment hué largement plus que les autres, mais il y avait aussi Bellingham, Valverde et Camavinga, qui sont un peu les noms qui étaient ressortis dans la presse de ces joueurs qui avaient un peu mené la fronde contre Xabi Alonso en interne. Et si les gens aujourd'hui s'attaquent à Florentino Pérez, c'est parce que ce qui ressort aussi dans la presse, c'est que ces mêmes joueurs du coup qui ont critiqué Xabi Alonso en interne ont été protégés par la direction. Et la direction n'a pas forcément soutenu son coach Xabi Alonso pour dire non, en fait, vous écoutez le coach et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Non, ils les ont confortés dans ce fait de peut-être critiquer la méthode, etc. Et c'est ça qui ne passe pas parce que du coup, il y a cette défaite qui est honteuse contre Albacete et la prestation contre Levante est vraiment loin de changer les choses parce que certes, il y a une victoire 2-0, mais sur le papier, le niveau, on n'est pas sur un grand Real Madrid, on est vraiment sur un tout petit Real Madrid qui a dû compter sur un penalty et un geste débile vraiment du défenseur de Levante pour ouvrir le score. Et derrière, en plus, Mbappé se permet de chambrer le gardien. Enfin, vraiment, c'est un problème d'attitude qui est ciblé par les supporters. Et c'est un problème qui visiblement n'est pas compris parce que les échos qu'il y a du vestiaire, c'est que les joueurs, eux,
ne comprennent pas qu'ils puissent être sifflés et ne pas être soutenus par leur public, malgré voilà, tous ces problèmes de comportement qui ont été vus depuis le début de la saison. Est-ce qu'on arrive à comprendre où il va, ce Real Madrid, et avec qui il y va, surtout? Est-ce qu'on a vu des changements qui pourraient s'inscrire dans la durée, dans les choix d'Arbeloa, que ce soit tactique ou les choix d'hommes? Et surtout, est-ce que le Real va finir sa saison avec Arbeloa? Bah alors c'est la question parce que effectivement l'avenir d'Arbeloa qui du coup est scellé normalement jusqu'à la fin de la saison, c'est ce qui est écrit dans le Ouais, communiqué du Real Madrid. Et bah aujourd'hui, il y a déjà des articles dans la presse espagnole qui s'interrogent sur sa continuité ou pas. Il y a déjà des articles qui disent bah, en fait Arbeloa, il y a quand même un monde où si ça se passe mal, il finit pas la saison. Le problème vraiment c'est que Arbeloa a été nommé en solution de dernier recours, c'est-à-dire que le Real a attendu jusqu'au bout pour débarquer Xabi Alonso parce qu'il n'avait pas de solution pour remplacer. Et Arbeloa n'était pas initialement une solution pour remplacer parce que lui, il est avec le Castilla et qu'il était déjà estimé qu'il était trop jeune, en tout cas trop jeune entraîneur pour être lancé dans le grand bain. Donc c'est déjà une solution une solution un peu provisoire. Au final, aujourd'hui, il est déjà remis en question, mais si on regarde d'un point de vue du jeu, Arbeloa, bon, n'a quasiment rien changé en 2 matchs, ce qui ouais, est assez logique parce qu'ils n'ont même pas eu une semaine bien sûr. de travail. Mais même si on regarde d'un point de vue tactique, ce qui est assez marrant, on va dire, c'est que le match contre Levante, il change complètement de visage avec l'entrée d'Arda Güler, qui était le joueur sur lequel avait misé Xabi Alonso quand il est arrivé. Donc, donc c'est marrant parce qu'au final, on se retrouve avec toujours plus ou moins les mêmes joueurs. Alors, il y avait sans doute de l'espoir aussi de voir Brahim Diaz revenir de la CAN. Vu l'état dans lequel il risque de revenir, ça ne va pas forcément changer la Ouais. donne du bon côté. Mais il y a un problème avec Arbeloa pour l'instant vis-à-vis des supporters, c'est qu'après les sifflets contre les joueurs et contre Florentino Pérez, il a dit que les supporters qui sifflaient n'étaient pas des vrais supporters, c'était pas des socios du Real Madrid, c'était pas des gens qui aimaient le club. Et Dieu sait que les supporters présents au Bernabéu contre les Levante, qui est quand même avant-dernier de Liga, en plein mois de janvier où il fait froid, il pleut à Madrid, c'est quand même des bons amoureux du Real Madrid pour se rendre au Bernabéu, d'autant que les places au Bernabéu et maintenant avec la reconstruction sont très chères, donc c'est quand même Ouais. des gens qui à minimum aiment le club pour investir dedans. On savait avant le match, par exemple, que les ultrasours allaient être enfin les ultrasours, la grada de animation du coup, qui est derrière le but en blanc là, allait être surveillée et que si jamais un supporter sifflait, il serait renvoyé de la tribune. Donc c'est un contexte qui est quand même hyper tendu autour de tout ça. Et malgré tout, Arbeloa, lui, il garde ce truc de dire ben, moi, je fais confiance à mon groupe, il faut pas les siffler, il faut les encourager et tout. Et en fait, c'est presque de l'outrance. Et c'est pour l'instant, il n'a pas la faveur des supporters avec lui parce que bah, déjà, il s'est mis les supporters à dos en disant que c'était pas des vrais supporters parce qu'ils sifflaient, mais en plus parce qu'il défend à outrance ses joueurs, là où il semble quand même y avoir assez clairement des problèmes de comportement, au moins sur le terrain et visiblement aussi en séance. Quel nom on évoque pour la suite? Peut-être au minimum pour la saison prochaine. On voit que la presse allemande, notamment Sky Germany, parle souvent du fait que Klopp serait intéressé pour prendre le poste. Est-ce que c'est des choses dont on parle aussi en Espagne ou est-ce qu'il y a d'autres noms? En fait, on sait que Florentino Pérez est très très fan de Jürgen Klopp et il aimerait beaucoup que Jürgen Klopp vienne au club. Seulement, visiblement, Jürgen Klopp a plus envie d'entraîner un club et sans doute pas le Real Madrid dans ces conditions, vu tout ce qui est en interne. En fait, la suite, elle est un peu difficile à prédire parce que tout va dépendre de Florentino Pérez. Et aujourd'hui, on voit que Florentino Pérez est sur une pente un peu ascendante et qui commence à être critiqué par les supporters, mais qu'il y a aussi des informations qui commencent à sortir dans la presse contre lui. Hier, il y a des informations de El Confidencial qui sont sorties où il passe un peu pour le dindon de la farce dans l'histoire de l'élection de Laporta, qui l'aurait aidé et qui au final lui aurait un peu mis un poignard dans le dos une fois qu'il était élu. Donc en fait, il y a quand même pas mal de faisceaux d'indices comme ça qui font dire que
Pérez perd de son influence au sein du Real Madrid, mais perd aussi de son influence au sein du football espagnol dans sa globalité. Et déjà, donc, Jürgen Klopp, si c'est le candidat de Pérez, il y a quand même peu de chances de le voir arriver au poste parce qu'en plus, Pérez perd cette influence-là sur le club. Et il y a cette nomination de Arbeloa et ce licenciement de Xabi Alonso à prendre en compte. C'est-à-dire que dans quelle mesure la décision de Pérez du lundi matin, qui dit qu'il va conforter Xabi Alonso, n'est plus celle de 18h30, c'est qu'il y a eu un gros problème, enfin un gros sujet d'influence au sein même du club. On parle beaucoup de l'influence de Calafate au sein du club, qui lui était plutôt au soutien des Camavinga, Valverde, etc., qui sont les joueurs critiqués aujourd'hui par les supporters. Et on a l'impression que c'est plus ces personnages-là qui vont décider de l'avenir du Real, en tout cas aujourd'hui, parce que Pérez perd de son influence. Il y a une élection qui va venir, il n'y a pas de candidat normalement opposé à Pérez, donc voilà, ça risque d'être quand même assez simple en termes d'élection, mais attention, parce que Pérez a aussi évoqué le changement de système du club, avec peut-être une fin du système que des socios, et Ok. c'est vrai que toute son impopularité, etc., risque de changer pas mal la donne dans les prochains mois sur ce que peut devenir le Real Madrid. C'est vrai que là, au-delà de la crise sportive, il y a un début un peu de crise institutionnelle qui se met en place au Real Madrid, et c'est très difficile de dire qui sera l'entraîneur du Real en juin prochain, même si visiblement il y a quand même peu de chances que ce soit Arbeloa, dans la mesure où il est déjà Ouais. critiqué après 2 matchs. On a beaucoup parlé du Real cette saison et on va continuer de beaucoup le faire visiblement dans le Tour d'Europe. Merci Anna pour toutes ces informations, c'était très complet. On te retrouve très vite dans le Tour d'Europe et nous on va aller terminer du côté de la Bundesliga. Allez, on termine ce Tour d'Europe en Allemagne. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris des nouvelles de la Bundesliga. C'est un plaisir de te retrouver. David, salut. J'espère que tu as Arthur. passé un bon week-end. On l'a dit en préambule, on va beaucoup parler du Bayern Munich et de deux de ses individualités. Mais avant ça, on va faire un petit crochet par Francfort parce qu'il y a deux choses qui marquent un petit peu l'actualité. Le licenciement de l'entraîneur de l'Eintracht, Dino Topmöller, et les débuts d'Arnaud Calimundo, c'est surtout ça, on va être honnête, qui nous intéresse. Buteur pour son premier match, pour ses premières minutes avec Francfort. Raconte-nous un petit peu tout ce contexte, s'il te plaît. Oui, Francfort, c'est l'équipe qui réussit son recrutement très très bien sur les dernières saisons, avec un secteur offensif particulièrement riche, particulièrement en réussite. On a plein de noms à l'esprit et on peut même remonter un peu plus en arrière pour voir la réussite de Francfort. Le problème, c'est que cette saison, Francfort encaisse énormément de buts. C'est la pire défense des 18 équipes de Bundesliga, à égalité avec Heidenheim qui est en bas de classement. Mais pour Francfort, c'est la catastrophe, et ce déséquilibre, défense poreuse, attaque en réussite, a coûté sa place à l'entraîneur Topmöller. Alors on parle de Marco Rose pour le remplacer, on parle de Sandro Schwarz, des noms connus en Allemagne, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, effectivement, au premier chef, parce que parmi les réussites offensives de Francfort, sur le recrutement des dernières années, est en train de se dessiner. Alors, c'est très tôt encore pour l'affirmer, mais est en train de se dessiner une belle petite réussite. Effectivement, Arnaud Calimundo, qui est arrivé cet hiver, a déjà eu le temps d'être très en vue sur les premiers matchs qu'il a disputés. Et effectivement, tu le disais, Arthur, de marquer déjà. Alors, ça fait un gros contraste avec Eli Wahi, qui était le pari précédent en attaque de Francfort, qui n'a pas réussi. Eli Wahi n'a pas réussi à s'intégrer, n'a pas réussi à trouver sa place, n'a pas réussi à trouver du temps de jeu. Il est reparti déjà. Mais pour Calimundo, on a l'impression qu'il se sent bien, qu'il est déjà très impliqué, très concerné et qu'il a sa place. Je vois mal le nouvel entraîneur de Francfort, quel qu'il soit, se passer de lui au moins dans la rotation. C'est déjà une très belle réussite dans l'immédiat, et on peut considérer, vu son langage corporel, vu l'attitude qu'il a au milieu de ses coéquipiers, que Arnaud Calimundo peut nous faire une très très belle deuxième partie de saison avec l'Eintracht. Ouais, tu m'as repris à juste titre, c'était pas son premier match pour son premier but. Il avait déjà disputé 2 rencontres avant, mais en tout cas, les débuts se passent mieux que ceux d'Eli Wahi, effectivement. Ouvrons la page Bayern Munich, David. Déjà, on va prendre des nouvelles assez générales de ce Bayern. Quand on regarde le classement, on voit 11 points d'avance. Bon, c'est une nouvelle saison plutôt tranquille pour le Bayern qui file tout droit vers le titre et qui écrase la concurrence.
Oui, alors c'est frustrant pour le Borussia Dortmund, qui certes est beaucoup moins spectaculaire derrière, mais qui comptablement réussit une très très belle saison, l'une Ouais. de ses meilleures tout court. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a ce Bayern devant qui caracole avec énormément de réussite, avec énormément de facilité, on a l'impression. Hein. Vincent Kompany réussit à peu près tout dans son coaching, dans sa rotation, l'entraîneur belge. On a l'impression que les joueurs sont complètement au diapason avec lui. Il n'y a pas tellement de différence d'âge. Et peut-être que cette correspondance aussi dans les générations lui facilite un petit peu la tâche. Mais voilà, Bayern impressionnant. Le seul accro, on s'en souvient, hein, c'était il y a quelques mois maintenant contre Arsenal, cette défaite contre le club de Londres. Mais par ailleurs, c'est la grosse réussite. Ça marche bien en coupe et ça, le Bayern est content parce que les dernières saisons, ce n'était pas le cas. Et puis en championnat, record sur record avec la meilleure première partie de saison, la meilleure phase aller de l'histoire du club. Ça veut quand même dire quelque chose. Victoire 5-1 ce week-end contre Leipzig, avec un homme qui a marqué les esprits, notamment, c'est Michael Olise. Rentré en cours de jeu, et il a eu le temps, le Français, de distribuer 3 passes décisives et de marquer un but. Ses stats cette saison sont absolument exceptionnelles. Il en est à 13 buts et 20 passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues. Donc, par exemple, il est plus décisif que Erling Haaland, buts et passes confondues, pour vous donner un ordre d'idée. Est-ce que finalement, alors je pose la question de manière un peu provocatrice, parce qu'on pense forcément à Harry Kane, mais est-ce que c'est pas lui le meilleur joueur de Bundesliga? Oui, je voyais venir ta question et je pensais effectivement à Harry Kane parce que Harry Kane, c'est 21 buts en 18 matchs de Ouais, championnat. c'est énorme, Donc bien ça, sûr. c'est une référence. Voilà, c'est une référence, mais c'est le buteur et il profite évidemment de la virtuosité qu'il y a autour. On pense aussi à Gnabry, on pense aussi au jeune Lennart Karl et bien sûr Luis Diaz, la grande Ouais. réussite, le Colombien, hein, du recrutement du Bayern aussi, venu de Liverpool. Mais oui, Michael Olise, personne depuis Franck Ribéry en 2019, qui était présent d'ailleurs au stade à l'occasion de ce début d'année. Personne depuis Franck Ribéry n'a réussi une telle performance en entrant en jeu. 3 passes décisives, le but en plus. Michael Olise, c'était la grosse surprise au coup d'envoi dans ce top-spiel, dans ce match un peu au sommet hein, contre Leipzig. La grosse surprise, c'était qu'on avait privilégié le petit Lennart Karl sur le côté Ouais. à la place d'Olise. Donc, il était sur le banc et les caméras au fil du match, alors qu'il y avait l'ouverture du score de Leipzig, alors qu'il y a eu pendant un moment un partout aussi, les caméras se sont focalisées sur Michael Olise en se disant tiens, à quel moment il va rentrer. Et effectivement, Michael Olise, efficace tout de suite, il aimante les adversaires, il attire à lui 1, 2, 3 adversaires, donc forcément, ça libère aussi de l'espace pour les autres, mais il n'a même pas besoin de ça, Michael Olise, parce qu'il est tellement soyeux techniquement que c'est un régal. C'est le premier joueur cette saison à atteindre ce qu'on appelle en Allemagne les stats à 2 chiffres, c'est-à-dire Ouais. plus de 10 buts, plus de 10 passes. Voilà, donc référence bien sûr. Moi, je suis d'accord avec ton hypothèse, ta proposition, Arthur. Le meilleur joueur du moment en Bundesliga, et c'est presque vrai déjà depuis son arrivée en fait. C'est ça aussi qui est la clé peut-être pour nous, pour notre analyse, c'est que c'est un joueur très très constant. Alors oui, il y a un peu de déchets. Parfois, il envoie une passe dans les pieds de l'adversaire quand il y a un gros pressing sur lui. Ça arrive, mais c'est un joueur qui prend beaucoup de risques et qui est surtout très, très décisif pour son équipe. Effectivement, à la fois comme buteur et comme passeur, il trouve des solutions. Ça me fait penser à ce joueur en NBA, Carmelo Anthony, qu'on appelait la réponse. On a la sensation que Michael Olise, c'est la réponse un peu à tous les problèmes que les défenseurs adverses peuvent poser au Bayern. Michael Olise en double-double donc cette saison, si on parle de NBA. J'ai vu Vincent Kompany répondre à une petite question, en tout cas une comparaison sur le duo Luis Diaz, Michael Olise, Franck Ribéry, Arjen Robben. On va pas en arriver là encore, mais est-ce que Olise marche dans les pas d'un certain Arjen Robben, justement? Oui, alors effectivement, Kompany s'amuse souvent en conférence de presse maintenant, on lui pose la question et il dit attendez, Ribéry, Robben, ils ont fait des saisons et des saisons au plus haut niveau, donc c'est ça en fait qui fait la différence pour un palmarès, pour s'inscrire dans l'histoire. C'est pas seulement un super geste, une super demi-saison, etc. Il faut aller évidemment plus loin et Vincent Kompany sait de quoi il parle parce que lui-même a souffert aussi pour être au plus haut niveau saison après saison, dans son corps, dans son physique aussi. Donc il sait de quoi il parle. Ça, c'est la retenue qu'on peut avoir. D'ailleurs, Arjen Robben s'est exprimé lui-même ce week-end en disant « J'aime pas du tout ces comparaisons ». Il a beaucoup d'ego, hein, Arjen Robben. « J'aime pas du tout ces comparaisons, mais parce que il a raison de dire chaque joueur est différent.
Chaque joueur a sa personnalité, chaque joueur a son profil technique, physique. Donc, de ce point de vue-là, les comparaisons sont pas bienvenues. Mais moi, je suis quand même assez d'accord que Luis Diaz, Olysée, peut-être dans le futur, il faudra intégrer aussi Lennart Karl, le petit prodige, le petit jeune là-dedans. C'est un peu dans les traces de Robben Ribéry. Et surtout, ce qui est intéressant au Bayern, c'est que la solution passe par les ailes. C'est vrai aussi ça. On se souvient de la belle entente de Ribéry avec David Alaba, le défenseur autrichien. On se souvient effectivement dans le football moderne que l'apport des latéraux est essentiel. Et ça, quand il n'y a pas ça, ça manque. Et c'est pour ça que le Bayern se réjouit aujourd'hui du retour d'un Alphonso Davies, le défenseur canadien, qui va peut-être permettre aussi, dans son côté gauche, d'apporter quelque chose de plus à Luis Diaz. Voilà, tous ces éléments-là font effectivement qu'on se rappelle avec plaisir de la réussite sur une décennie de Robben Ribéry, et on a envie au Bayern, c'est vrai, les supporters comme les dirigeants, de revivre ce genre de choses. Bon, il y a un autre joueur sur lequel les lumières vont forcément se braquer de nouveau énormément. C'est Jamal Musiala, de retour de blessure ce week-end après 31 matchs manqués avec le Bayern, 6 mois de compétition sans Jamal Musiala, qui s'était gravement blessé en Coupe du Monde des clubs face au PSG, on s'en rappelle. Passeur décisif, Musiala, 1 minute après son entrée. Bon, raconte-nous déjà ce que tu as vu, ce que tu as senti de sa part sur ses premières minutes de retour à la compétition. Ouais, alors incroyable. Une émotion de dingue. On était à la Red Bull Arena à Leipzig et on se serait cru à l'Allianz Arena. Je me demande si le public en général, au-delà des supporters du Bayern, ne se réjouit pas que… Alors, tu disais 6 mois, on est presque proche de 7 mois, 296 jours entre son horrible crash avec Gigi Donnarumma au Mondial des clubs et ce retour. On a été patient et prudent. J'ai l'impression que l'émotion est générale, qu'on entend les éditorialistes aussi dire ça va faire tellement de bien, pour peu qu'il retrouve sa santé pleinement, ça va faire tellement de bien aussi à l'équipe nationale, parce que les Allemands fantasment sur cette association Florian Wirtz, Jamal Musiala pour l'équipe nationale. Mais pour le Bayern, oui, une énorme émotion. Toutes les caméras étaient braquées sur lui avant le match à l'échauffement. Tout le monde le regardait, les photographes aussi. Jamal Musiala, c'est l'un des tout meilleurs techniciens du football allemand. Et il avait le sourire, on sentait qu'il était libéré, qu'il avait un peu oublié cet épisode du printemps dernier. Et son retour est couronné de succès parce que la passe décisive, elle est hyper chanceuse. Il fait à moitié exprès. Mais c'est symbolique, Arthur, surtout. Et ça veut dire que les Bavarois qui ont été patients peuvent maintenant peut-être compter sur lui. Le verra-t-on contre l'Union Saint-Gilloise cette semaine ? C'est pas certain. Mais en tout cas, c'est un retour qui symboliquement fait beaucoup, beaucoup de bien. Et l'émotion était vraiment, vraiment très présente dans le stade ce samedi soir. Alors, il y a la question de son éventuelle disponibilité, ou en tout cas de son éventuelle titularisation contre l'Union Saint-Gilloise, mais à plus long terme, comment est-ce qu'on voit les choses ? Parce que tu l'as bien rappelé, hein, c'est l'un des plus grands espoirs du football allemand avec Florian Wirtz, avec d'autres aussi, mais le problème, c'est que là, Lennart Karl fonctionne bien, c'est aussi la nouvelle pépite du Bayern. Les ailiers, on en a parlé, Luis Diaz, Michael Olise, ça carbure à fond aussi. Serge Gnabry a fait une belle saison également. Quelle va être sa place à Musiala là-dedans ? J'imagine que la question de sa place dans le 11 n'est pas un sujet s'il revient à son meilleur niveau. Oui, alors on voit bien qu'il y a une solution radicale qui consisterait à remettre la hiérarchie dans l'ordre. C'est-à-dire, vous avez Harry Kane, s'il a besoin de souffler, on met Nicolas Jackson ou Serge Gnabry à sa place. Et du coup, ça fait un peu un jeu de Tetris. Mais la hiérarchie est évidente, c'est-à-dire que Lennart Karl, qui est la grande satisfaction du Bayern de cette saison, parce qu'on veut compter de plus en plus sur la formation du club. Donc, ce petit jeune de 17 ans, on est heureux au Bayern qu'il soit présent, mais évidemment, c'est lui qui va basculer sur le banc si on doit titulariser, ce qui sera le cas au plus vite, et on l'espère aussi tous, Musiala. Ça voudrait dire Luis Diaz, Musiala derrière Harry Kane, et puis Michael Olise, avec des permutations évidemment, parce qu'Olise est à l'aise aussi dans l'axe. Mais vous voyez un petit peu les 4 de devant. Hein, c'est comme ça que ça doit fonctionner prioritairement. Mais Vincent Kompany a aussi envoyé le signal à ses joueurs, et ça c'est malin, je trouve, qu'il peut titulariser Lennart Karl,
Il ne s'occupe pas de savoir s'il a 17 ans, s'il est inexpérimenté. Il joue sur le talent, sur la performance. Et on imagine que peut-être sur certains matchs, le championnat, la Coupe, la Ligue des Champions, on rappelle, 3 compétitions en cours, ça va pouvoir tourner. Je pense que c'est ce confort-là qu'a commencé à installer Vincent Kompany. Mais voilà, Harry Kane, Musiala derrière lui, Luis Diaz et Olise, il est évident que ça va être le quatuor privilégié pour Kompany dans les grands matchs, si tant est que ces 4-là soient dans leur pleine disposition physique. Effectivement, on a vraiment hâte de les revoir tous les 4 ensemble sur un match entier parce qu'il y a beaucoup d'artistes au mètre carré dans cette équipe, dans ce 11 titulaire du Bayern. Merci David pour toutes tes explications. On te retrouve très vite dans Tour d'Europe. Bonne semaine et bon foot européen à toi cette semaine. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Comme d'habitude, on n'oublie pas les partages, les likes, les abonnements, ça nous aide beaucoup. Et puis, pour les mordus du foot, vous aurez une deuxième dose d'émission avec le FC Stream Team vendredi, comme d'habitude. Nous, on se retrouve lundi prochain. Excellente semaine à tous, elle sera chargée et à très vite.